Voilà, donc je vais vous présenter un nouveau bouquin, un petit livre, je vais dire, qui s'appelle Le Moyen Âge expliqué aux enfants, mais c'est pas parce qu'il est marqué expliqué aux enfants que c'est fatalement pour les enfants, parce qu'en fait c'est un livre euh, très descriptif euh, qui parle à toute personne, quel que soit son âge. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par Jacques Le Goff, Jacques Le Goff, Goff G-O-2-F, voilà, qui sont aux éditions Seuil, S-E-U-I-L. Voilà, alors c'est quelqu'un qui a un petit peu fait un travail conséquent sur le Moyen Âge et qui a subdivisé les époques du Moyen Âge pour pouvoir l'expliquer de manière assez simpliste euh, à différentes personnes, quel que soit l'âge de la personne qui va être confrontée à la lecture de ce livre. Alors, il est marqué aux enfants, dans le sens où si les enfants comprennent ça, ben, c'est que n'importe quelle autre personne peut comprendre ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord le Moyen Âge? Le Moyen Âge, on va dire, c'est une période bien précise de l'histoire. L'histoire des êtres humains. Il y a l'histoire de la Terre, bien sûr, de l'environnement terrestre, qui a été créé, bien sûr, sans les êtres humains au départ, mais qu'il faut inclure dans l'histoire de la création de l'être humain, parce que l'être humain a eu besoin d'un environnement. On crée d'abord l'environnement, et puis les êtres humains en sont sains. Donc, l'histoire des êtres humains fait déjà référence à l'histoire de son environnement, donc de la Terre. Il y a l'histoire de la Terre avec tout ce qui a été créé comme, voilà, comme être vivant sur la Terre, qui fait partie de l'histoire voilà, des êtres humains. Ensuite vient euh, euh, les premiers êtres humains, et là commence une histoire en relation avec les êtres humains. Une histoire des êtres humains. Et donc on a divisé ces époques historiques en différentes périodes de l'histoire, et dont le Moyen Âge est une des parties de l'histoire des êtres humains qui a apporté énormément de richesses au travers des arts, de la culture, de l'architecture, de la musique, etc., etc., etc. On reconnaît que dans la musique, elle a apporté, par exemple, la polyphonie. La polyphonie provient du Moyen Âge. Voilà. Euh, donc ici, le Moyen Âge a été une des périodes, je veux dire, qui a, on va dire, amené de nombreuses richesses, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, au niveau artistique, au niveau musical, au niveau architectural, au niveau euh, religieux, etc., etc. Bon, c'est toute une période qui a duré assez longtemps, d'ailleurs. Généralement, les périodes ne durent pas aussi autant de temps que le Moyen Âge. Pourtant, on l'a classé sous forme de Moyen Âge. Moyen, pourquoi moyen? Alors que normalement, quand on a moyen, on a forcément bas et haut. Donc on devrait avoir le bas Moyen Âge, le bas âge, le Moyen Âge et le haut âge. Voilà. Mais maintenant, pour reprendre le mot moyen, il y aurait le bas Moyen Âge, le Moyen Âge tout court et le haut Moyen Âge. Voilà. Pour ne pas parler de bas, moyen et haut, mais plutôt pour parler en termes de moyen. Donc en termes de Moyen Âge, j'aurais le bas Moyen Âge, le Moyen Âge et le haut Moyen Âge, qui est une époque, je veux dire, assez étirée. Et assez étirée, puisque en fait, le Moyen Âge, qui est une histoire bien sûr relative non pas à la Chine, hein, il y a pas de, en Chine, ils n'ont pas de Moyen Âge, ils n'ont pas eu cette époque du Moyen Âge, parce que c'est une époque propre à l'histoire de l'Europe, hein, l'histoire de l'Europe. Et donc des confections territoriales européennes. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, qui dit histoire dit lutte politique, dit lutte territoriale, dit confection de territoire par rapport à des pouvoirs euh, euh, qui possèdent ces territoires et qui sont les, les pouvoirs évoluants
hein, à mesure de l'histoire. Donc les territoires évoluent aussi au niveau de leurs frontières, hein, de leurs frontières. Donc, n'allez pas chercher une histoire de Moyen-Âge au niveau des Incas, parce qu'en fait, l'histoire de Moyen-Âge ne concerne que l'histoire de l'Europe. Donc, celle-ci a débuté, si vous voulez, de la fin du 5e siècle. Bon, et juste avant le 5e siècle, bien sûr, vous comprenez que c'est l'Antiquité. Hein. C'est la période qu'on a décrit comme étant l'Antiquité. Donc, ça a commencé au 5e siècle et qui a duré jusque, si vous voulez, la Renaissance. Donc, la Renaissance et, bien sûr, les grandes découvertes. Bon, les grandes découvertes scientifiques à l'époque des Lumières. La Renaissance, je vous rappelle, bon, qui était une cassure par rapport à je veux dire, à certains interdits, tels que par exemple, si vous prenez certaines époques, on ne pouvait pas dessiner, par exemple, la Vierge Marie, par exemple, nue. Voilà. Et à partir de la Renaissance, on a pu voilà, faire des choses pareilles. Donc ça a été une cassure par rapport à, je veux dire, à la religion. À la religion, voilà. Donc l'histoire est beaucoup reliée avec le monde religieux. D'ailleurs, à l'époque carolingienne, on voit apparaître de nombreuses voilà, bâtisses chrétiennes qui vont prendre forme dans différentes régions et territoires d'Europe. Alors, je rappelle que pourquoi le Moyen-Âge a été le 5e siècle. Mais le 5e siècle, c'est tout simplement la chute, si vous voulez, de l'Empire romain d'Occident. Parce que l'Empire romain était divisé en deux parties. Il y avait l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain a été divisé par Dioclétien dans l'Antiquité. Je ne sais plus en quelle année. Voilà. Ça a été divisé par Dioclétien en Empire romain d'Orient et d'Occident. Et l'Empire romain d'Occident avait pour... fut un temps, ils avaient Milan comme... comment on appelle ça, capitale. Et puis, ça a été Ravenne. Ça a changé de capitale, c'était Ravenne. Ça, c'est pour l'Empire romain d'Occident. Voilà, c'est la partie, on va dire, occidentale de la séparation. Il y avait une partie orientale et une partie occidentale. La partie orientale, c'est la partie ouest. Et la partie occidentale, c'est la partie est, si vous voulez. Voilà, donc tout ce qui comprenait la France, enfin, à ce moment ça s'appelait pas la France, mais voilà, la France actuelle. Et voilà, une grosse partie de l'Italie, etc. Les pays du Sud, si vous voulez, de maintenant, hein, concernait, je veux dire, l'Empire d'Occident, l'Empire romain d'Occident. Alors, donc, certains vont décrire, non pas comme je l'ai fait en bas Moyen Âge et au Moyen Âge, mais diront tout simplement, vont subdiviser en au Moyen Âge, qui va durer par exemple du 5e au 10e siècle, le Moyen Âge central du 11e siècle au 13e siècle, et le Moyen Âge tardif qui va durer du 14e au, si vous voulez, 15e siècle. Voilà, et on rencontre toute une histoire des hommes dans cette Europe qui va se créer au niveau des territoires. Je vous rappelle que les territoires ont été de manière tout le long cours de l'histoire modelés. Hein. On a eu des territoires qui ont augmenté, diminué, repris par un autre pouvoir. Ça a été la lutte, je veux dire, sans cesse de pouvoir
qui ont fait qu'ils possédaient des territoires, mais qu'à certains moments perdaient ces territoires au profit d'autres personnes. Voilà. Et qui a fait que comment s'est déroulée l'histoire. Mais ici, je rappelle que Jean Le Goff a écrit une histoire du Moyen-Âge, et que généralement, le Moyen-Âge, bon, c'est une période qui fait peur, bon, notamment pour les différentes maladies qui faisaient que les gens attrapaient et qui faisaient des grandes, on va dire, de nombreux décès hein, au travers des maladies. Hein. Bon, je veux dire, on était encore dans une période où la médecine, je veux dire, on était loin encore des, voilà, on connaissait déjà pas mal de choses pour guérir certaines maladies, mais on mourait facilement de bêtes maladies. Et alors, rappelez-vous que ce qui faisait peur aussi, ce sont, d'ailleurs ici on le voit, un monsieur avec un jeune qui joue avec une lutte, mais qui possède un espèce de poignard hein, de défense. Mais que dans ces luttes, quand il y avait des guerres pour des territoires, pour une personne bien précise, eh bien, il se battait, je veux dire, avec des flèches, des arcs à flèches. Voilà, on en venait vite à on va dire des blessures, je veux dire, assez conséquentes, et à ces époques-là qui étaient difficiles, je veux dire, à soigner. Hein, parce qu'on n'aurait pas la chirurgie comme maintenant. Hein. Oui, imaginez-vous quelqu'un qui prend un coup de poignard au cou ou au ventre. Imaginez-vous comment le guérir si ce n'est que de le rentrer dans une hospice et de faire les prières pour dire bon qu'on va l'enterrer. Hein, voilà. Donc on voit l'épée. Donc quand on voit l'épée, les gens en voient un caractère guerrier. Mais n'oubliez pas qu'ici il est marqué le Moyen Âge expliqué aux enfants. Donc ici aux enfants, c'est bien de leur montrer, je veux dire, des histoires de guerriers, mais montrer de manière soft, telle que par exemple l'histoire des chevaliers. Donc l'histoire des chevaliers généralement fascine, bien que les chevaliers sont des gens qui sont à chevaux, mais avec des armures, et donc pour se protéger, et donc aussi des armes. Voilà, ils ont des armes, des arcs à flèches, des flèches, des épées, etc. Mais bien sûr, ils se protègent avec des casques, etc. Donc, ça fait plus référence à des notions de guerre, de lutte, de lutte. Pourquoi? Pour un pouvoir, pour un territoire, lutter au profit d'une religion, d'un pouvoir, d'un territoire. Et voilà, et donc ce Moyen-Âge-là, qui fait peur au travers de ces maladies et de ces guerres, et bien sûr de ces exploitations, parce que bon, s'il y avait un pouvoir, il exploitait, je veux dire, les faibles, voilà, eh bien, à ce moment-là, on voit mal comment pourrait-on faire passer le message aux enfants d'un bon Moyen-Âge. Bien, le Moyen-Âge, heureusement qu'on le fait passer aux enfants de manière plus, on va dire, plus soft, par des histoires de chevaliers. Et on retrouve au niveau du cinéma, des dessins animés, des animations, des films d'animation, beaucoup d'histoires relatives aux enfants qui sont passables. Hein, passables voilà. Donc en fait, qu'il ne faut pas intervenir, des violences qui sont des histoires soft. Donc je dirais par là que d'après Jacques Le Goff, ben, il y a un vilain Moyen-Âge qui est intolérant, violent, pauvre, et bien sûr, Jacques Le Goff, lui, il en parle sans, sans arrière-pensée, sans détournement. Voilà, et il en parle, il dit c'est ça le Moyen-Âge. Mais grâce à. Mais Jacques Le Goff dit aussi que il y a surtout la vision, on va dire, la mauvaise vision du Moyen-Âge, mais la belle vision du Moyen-Âge. Et la belle vision, c'est celle que les enfants adorent et voilà et qui peut facilement l'expliquer de manière belle aux enfants et pour qu'ils comprennent cette période du Moyen Âge qui n'a pas été que forcément, je veux dire, quelque chose de violent, d'intolérant et de pauvre. Alors,
pour les enfants, pour faire passer, je veux dire, la chose aux enfants, ben, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge? Ben, c'est l'histoire des chevaliers, bon, qui ne tue pas, bien sûr, l'histoire soft de chevaliers. L'histoire, bien sûr, des tournois, des châteaux forts, hein, ça c'est l'architecture du Moyen-Âge, des cathédrales, on y retrouve des jongleurs et des troubadours. Voilà. On y retrouve donc des jongleurs et toutes sortes de personnes, je veux dire, faisant référence à l'ère du Moyen-Âge, hein, telles que les foires, des foires du Moyen-Âge. D'ailleurs, ce qu'on appelle, il y a certaines personnes qui essaient de ressusciter l'époque médiévale au travers, justement, par un retour en arrière, au travers de ce qu'on appelle des foires médiévales. Hein. Si vous avez des foires médiévales qui se retrouvent, par exemple en Belgique, on retrouve, vous allez taper sur internet, vous allez voir certains lieux, ils organisent des foires médiévales où les gens peuvent venir voir comment se déroulait, je veux dire, la vie, je veux dire, au Moyen-Âge. On retrouve, fatalement, on y retrouve des jongleurs, des troubadours, voilà. Maintenant, ce qu'on avait au Moyen-Âge, c'est aussi beaucoup de pèlerinages. Hein, pèlerinages. Et on sait bien que le Moyen-Âge, c'est aussi, tout le monde le sait, c'est des histoires du Moyen-Âge telles que la quête du Graal, Graal, G-R-A-A-L, la légende, bien sûr, qui reste une légende, hein, ça reste une légende, avec le roi Arthur, la légende de la table ronde, qui n'est pas une vraie histoire, hein, bon, c'est une histoire, voilà, 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 qui n'est pas une vraie histoire, qui ne s'est pas réellement déroulée, hein, puisque c'est une légende. Voilà, et on retrouve bien sûr les romans de Tristan et Isolde, Notre-Dame, les anges, les saints, hein, les saints, les fées, et bien sûr, là sans détour, les monstres. Hein, les monstres, généralement tirés, les monstres qui sont tirés de, bon, de bestioles telles que les caméléons, etc. etc. Hein, les caméléons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, c'était aussi l'histoire des armoiries. Des armoiries et des... je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, si vous regardez le Lion des Flandres, hein, parce que la Flandre a toute une histoire médiévale conséquente, hein, on pourrait la voir parce qu'il y a eu... la Flandre était subdivisée, je veux dire, du côté français et du côté, je veux dire, hollandais. Les Pays-Bas, hein, ils appelaient ça les Pays-Bas. Voilà, il y avait, voilà, et la France possédait sa Flandre, la Flandre qui était Dunkerque, qui était la Flandre. Voilà, et on retrouvait la partie Flandre qui est ici en Belgique, mais aussi la Flandre du côté des Pays-Bas. Ça a été toute une histoire des Flandres. La Flandre a toute une grande histoire, immense, et donc elle possédait, je veux dire, une effigie. L'effigie, c'était le lion des Flandres. Mais quand on regarde le lion des Flandres n'est pas réellement un lion. Si vous regardez bien, ça ne ressemble en rien à un lion. Puisque si vous regardez la queue, mais c'est la queue qu'on retrouve dans beaucoup, je veux dire, de monstres du Moyen-Âge. Dans beaucoup de... Les châteaux étaient, je veux dire, arborés de ces fameux monstres qui ressemblaient à la base à un caméléon ou un serpent. Un serpent. Voilà. Voilà. Donc les dragons, les monstres ressemblaient plus à des caméléons, je veux dire, qui étaient tout. Voilà. Si on regarde le lion des Flandres, il n'a rien d'un lion. Hein, le premier lion des Flandres, ben, on voit qu'il a des griffes qui ressemblent à les griffes d'un caméléon. Voilà, une queue qui ressemble à la queue d'un long queue d'un caméléon, hein, bien qu'il y ait une flèche à la fin. Voilà. La tête, bon, on peut avoir la langue du caméléon qui a une longue langue. Le lion des Flandres a une longue langue qui ressort. Et je dirais que même que le caméléon, enfin le lion des Flandres était noir. Ses griffes étaient rouges, sa langue était rouge, sur un arrière-plan jaune.
Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, l'histoire des monstres et des dragons et qui étaient arborés fièrement dans des édifices tels que les cathédrales, les églises ou encore sur des parties forgées, en fer forgé, eh bien, étaient des dragons, des monstres, je veux dire, qui intervenaient souvent, je veux dire, dans des bâtiments, enfin, qui étaient beaucoup arborés dans des bâtiments au niveau du Moyen Âge, et notamment les cathédrales, etc., etc. Voilà. Donc, on ne peut pas se passer, je veux dire, en parlant du Moyen Âge, de ces fameux petites bestioles ressemblant à des diables, voilà, des serpents, des caméléons, voilà, avec des longues queues, voilà, qui font avoir peur. Voilà, qui font avoir peur. Donc, voilà. Et alors, bon, on sait bien qu'il y a aussi, ce qui fait référence au Moyen-Âge, ce sont les combats, euh, les combats de carnaval, de carême, etc. Bon, maintenant, les langues étaient différentes, elles avaient différentes dans ce Moyen-Âge-là, dans cette Europe-là, enfin, je dirais plutôt dans cette Europe d'ère du Moyen-Âge, voilà, il y avait différentes langues, fatalement, hein, il y avait différentes langues parlées. D'ailleurs, la Flandre, il y avait des dialectes. Je ne sais plus comment on appelle ces dialectes-là, de toi, enfin je ne me rappelle plus. Il y avait des dialectes, voilà, euh, parlés euh, dans différentes parties de l'Europe. Hein. La Flandre avait ses dialectes, la France avait ses dialectes, et la Belgique avait ses dialectes. Mais la Belgique n'existait pas, bien sûr, puisqu'elle n'existe que depuis 1830, mais je veux dire par là que les anciennes régions, enfin, ces régions habitées ici auparavant, eh bien, possédaient des dialectes. Et donc, l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de langue, une histoire de culture, une histoire d'architecture, une histoire dans la diversité de ces pays et ces langues. Voilà. Et bien sûr, avec une histoire fortement empreinte de lutte, hein, au travers euh, des, des pouvoirs. Des pouvoirs. Et bon, le Moyen Âge a vu, si vous voulez, la naissance des principautés et des cités, bien sûr, et d'une urbanisation qui commença à devenir dire, les prémices des premières villes modernes. Alors, on sait bien qu'il y a eu des grands propriétaires fonciers qui ont réussi à s'implanter et à établir, si vous voulez, de petites dynasties. Ces dynasties, bien sûr, de père en fils, qui ont été héréditaires, bien sûr. Et qui vont essayer de s'efforcer de devenir indépendantes, euh, soit de la couronne française ou de la couronne allemande. Euh, alors, on retrouve l'histoire du Moyen Âge assez souvent dans les régions situées à l'embouchure de grands fleuves, hein, tels que l'Escaut, la Meuse, le Rhin. Voilà, voilà, si je fais un zoom sur la partie française, allemande et belge, eh bien, on retrouve dans ces régions situées sur les embouchures des grands fleuves, donc l'Escaut, la Meuse et le Rhin, une forte, je veux dire, une forte, je veux dire, base de la vie du Moyen Âge. Alors, si je fais toujours un zoom au niveau de la Lotharingie, hein, je veux dire, il y a par exemple deux principautés qui se sont disputées la suprématie. Hein. C'était le futur duché de Brabant, hein, né du comté de Louvain et enrichi
de la Marche d'Anvers et la principauté épiscopale de Liège, née bien sûr au Xe siècle de l'état ecclésiastique, je m'excuse, ecclésiastique, et qui sera indépendante jusqu'à la Révolution française au XVIIIe siècle. À partir du Xe siècle, le commerce renaît dans l'ouest de l'Europe et fait surgir des villes nouvelles qui, outre des centres commerciaux, sont aussi des foyers d'industrie tels que celle de la laine en Flandre et au Brabant, ou de la métallurgie le long de la Meuse. Et la population rurale accrue y trouve de nouvelles ressources. À partir du XIe siècle, les habitants des cités arrachent au seigneur local des franchises, notamment en ce qui concerne leur propre administration, assurée par la classe des marchands, qui sont assez riches pour prendre la tête de ces communes. Cependant, on va dire que cette domination dégénère peu à peu en un gouvernement de factions dont le patriciat des négociants abuse pour exploiter les artisans. Donc on retrouve quoi? On retrouve les dominants et, si vous voulez, un petit peu les dominés. Qui sont les dominants? Mais ce sont les riches. Et qui sont les dominés? Ben, ce sont ceux qui ont travaillé durement pour assurer, je veux dire, leur quête d'une vie la meilleure possible, hein, et bien sûr reverser une partie de leur labeur à, je veux dire, à des personnes qui possèdent le territoire. Voilà. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on retrouve le comte Guy de Dampierre. Hein. Alors la famille Baudouin, le comte Guy de Dampierre, voilà. Là, on retrouve les échevins des grandes villes, les gens de métier, voilà. Voilà. Donc on retrouve toute une panoplie de corps de métier, hein, avec des artisans. Et alors, on se rappelle de cette époque-là par le soulèvement flamand et la bataille des Éperons d'Or, hein, près de Courtrai. Voilà. Donc, la littérature, dès le début du Moyen-Âge, ben, on rencontre des textes français en Flandre, en Picardie et en Wallonie. Voilà, par exemple, si je prends un cas de figure, la cantilène de Saint-Eulalie. Voilà. Et la vie de Saint-Léger, par exemple, qui sont des vestiges, voilà, de littérature qu'on a retrouvés et qui étaient en français. Voilà. Alors on trouve l'histoire de la royauté aussi, hein, tout le long du cours de ce Moyen-Âge. On trouve les rois, les chevaliers, les suzerains, les dynasties bien sûr royales, comme je vous ai dit. On retrouve des cités, des principautés, des comtés, suzerains, ça je l'ai dit. Et on retrouve bien sûr des clergés, des clergés, voilà, toute une panoplie de population, de la noblesse, de la bourgeoisie, enfin bref, toute une panoplie de personnalités propres au Moyen-Âge. Vous en rencontrerez, je veux dire, pas mal, hein, qui ont fait l'histoire du Moyen-Âge. Alors, je parle des fonctions, là j'ai parlé des fonctions, mais on retrouve des personnalités connues de par leur nom au Moyen-Âge. Voilà, à tous les niveaux, que ce soit musical, architectural, au plan de la peinture, etc. Donc, à apporter toute une panoplie de richesses au travers d'êtres humains qui ont apporté énormément à l'architecture, à la culture, à la musique, etc., etc.
Par exemple, un des noms qui revient au niveau de la musique, c'est Johannes d'Affligem, qui a contribué à la naissance de la, je vous l'ai dit tout à l'heure, polyphonie. Et c'est le premier qui a à obtenir, si vous voulez, la diaphonie en contrepoint pur. Par exemple. Donc, vous voyez ce que apportait la musique, enfin, la richesse. Je n'ai cité que l'un ou l'autre cas de figure, mais c'est d'innombrables richesses qui sont venues, je veux dire, s'ajouter les unes aux autres pour arriver à la Renaissance. La Renaissance n'est pas venue du jour au lendemain comme ça. Elle est le fruit d'une accumulation de richesses culturelles, artistiques, musicales et bien sûr territoriales, bien sûr, et de corps de métier, de corps de métier qui se sont développés tout le long cours du Moyen-Âge. Et c'est ça, c'est grâce à tout ce fruit de travail, de tout ce long cours, ben, qu'on a, on est arrivé à une époque, bien sûr, qui a rajouté, qui a complémenté la Renaissance avec l'histoire des grandes découvertes. Voilà, l'époque des Lumières. Alors, on rencontre beaucoup de cathédrales, des bâtisses, etc. Maintenant, en ce qui concerne les constructions de la période pré-romane, ben là, on retrouve moins de vestiges, ben, très peu de vestiges, hein, on en retrouve très peu. Par contre, concernant des vestiges du Moyen-Âge, on en retrouve, je veux dire, et de très beaux vestiges d'ailleurs, à se demander qu'il y avait des très bons travailleurs et de très bons, on va dire, ce qu'on appelle des architectes, hein, parce que bon, voilà, avant de construire une bâtisse, il faut la dessiner, donc j'imagine qu'il la dessinait, et on retrouve des énormes, belles, très belles bâtisses, hein, voilà, au Moyen-Âge. Et généralement, contrairement à maintenant, l'époque du Moyen-Âge, c'était voilà, des villes avec des... Au centre, on trouvait, je veux dire, des grandes bâtisses appartenant dire à des personnalités importantes ou des grandes bâtisses, je veux dire, ecclésiastiques. Voilà, au centre. Et, voilà. Et tout le pourtour, on avait, je veux dire, des fortifications. Généralement, on avait des fortifications pour éviter, je veux dire, que voilà, des envahisseurs viennent prendre le territoire. Parce qu'avant, ça se passait comme ça. Hein, je veux dire, il y avait des envahisseurs qui arrivaient. Bon, s'ils étaient plus forts, ils prenaient le territoire. Hein. Voilà. Ça se faisait. Les territoires étaient pris au travers de luttes. Bon, c'était le plus fort qui je veux dire, qui prenait l'ascendant et qui contrôlait de nouveau le territoire. Et c'est comme ça que l'histoire de l'Europe a varié. Elle a varié au niveau des territoires. Hein. Si on regarde bien, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et on voit bien les territoires qui sont mouvants sur un long cours de l'histoire. Ils sont fatalement mouvants. Qui a donné fatalement à la fin, quand je dis la fin, c'est pas encore la fin finale de l'histoire des êtres humains, mais jusqu'à présent, ça a donné la France, la Belgique, l'Italie, voilà, l'Allemagne, avec ses frontières reconnues. Jusqu'à présent. Voilà. Et qui sont censés, bien sûr, évoluer encore. Hein. Donc, c'est on va dire, une évolution quasi constante non, quasi variable de territoire. Voilà, quasi ça variait. Ces territoires variaient. Une fois que c'était pris par quelqu'un, hein, il en devenait, voilà, on va dire, il y avait déjà de la politique. Hein. Il y avait une vie sociale, bien sûr, et une vie politique. Fatalement, dès le moment où on a des personnes des personnes régnantes, ben, on a une vie politique. Et justement, le Moyen Âge a été une des périodes où il y a eu
de grands changements sociétaux et politiques. Voilà. Donc vous comprendrez qu'il y a eu de nouveaux royaumes qui ont été fondés sur les territoires de l'ancien empire romain, si vous voulez, d'Occident. Voilà, ce sont des nouveaux royaumes qui ont été créés, morcelés bien sûr, qui ont varié au cours du temps pour finir à devenir aujourd'hui ce que l'on connaît comme étant la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, voilà, qui a donné les frontières actuelles. Voilà. Tout ça s'est construit au fur et à mesure, si vous voulez. En d'autres termes, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu d'énormes changements continuels, si vous voulez, au niveau géopolitique. C'est ça un petit peu. S'il y a des parties régnantes sur un territoire et que, je veux dire, dès le moment où il y a une partie régnante, il y a une politique qui est instituée, mais fatalement, quand elle perd sa partie régnante par des envahisseurs qui seraient venus, je veux dire, prendre son territoire, mais il a perdu ses territoires, c'est une autre, voilà, partie régnante qui prend un territoire bien précis. Ce territoire précis devient lui instituer une nouvelle politique. Donc c'est une politique variable en fonction des lieux. Enfin, la politique varie en fonction des lieux pris par les personnes régnes, par des personnes qui ont su gagner, qui ont eu des victoires. Voilà. Partie régnante, qui ont envoyé au casse-pipe, si vous voulez, des combattants. Des combattants qui se battaient pour un roi ou pour une dynastie bien précise, hein, je sais pas moi, une partie régnante. Et quand la partie régnante récoltait le fruit de ces combattants, eh bien, il a institué une politique territoriale sur ces territoires conquis. Et donc, fatalement, comme l'histoire a beaucoup bougé, comme les territoires ont beaucoup bougé en fonction de l'histoire, je m'excuse, ouais, ce sont les territoires qui ont beaucoup bougé en fonction de l'histoire. Donc, les parties régnantes ont été de différentes parties, et donc de différents courants politiques, et donc, fatalement, ça a été une histoire, toute une histoire de construction et de déconstruction, si vous voulez, de politique territoriale. Donc, en fait, c'est une histoire de géopolitique, si vous voulez. C'était de la géopolitique. Voilà. Mais de géopolitique, je veux dire, d'époque. Voilà. Voilà. C'était une géopolitique d'époque. Basée sur, bien sûr, la force, bien sûr. Hein, parce que, bon, un territoire, généralement, ils étaient pris de force. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mettait des contreforts. Hein. Ils mettaient des contreforts pour éviter les envahisseurs de venir prendre les territoires par la force. Ou tout au moins de prendre une ville par la force. Quelqu'un qui prenait la ville, ben, il devenait le maître de la ville et donc du pourtour des bois environnants et donc des prairies environnantes, de tout ce que vous voulez. Voilà. Dès le moment où il avait la ville, s'il avait une prise sur la ville, mais il était le maître de la ville et des provinces peut-être environnantes ou des forêts environnantes ou tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Alors c'est là qu'on rencontre bon, la chasse. La chasse, ils allaient dans les, il y avait l'Europe était abondante de forêts et parmi ces forêts, il y avait la forêt, la faune et donc ils allaient chasser les différents animaux qu'ils retrouvaient dans les bois pour pouvoir manger de la viande et bon et notamment là on connaît je veux dire les sangliers qui étaient fort connus pour être je veux dire mangés comme viande par les gens du village, de la ville, etc. etc. Donc, on rencontrait beaucoup d'animaux, beaucoup de forêts,
Parce que maintenant, les forêts étaient ce qu'on appelle SRT. SRT, ça veut dire couper des forêts pour les rendre prairies. Maintenant, on rencontre moins de forêts qu'avant parce qu'il y a une urbanisation telle qu'il y a énormément moins de forêts qu'avant. Avant, la forêt était immense, hein, en Europe, contrairement à maintenant. Hein, il reste presque... Il y a des forêts, mais c'est plus les forêts d'antan. La nature était encore vierge, beaucoup vierge à cette époque-là, quoique ça commençait l'urbanisation. Elle commençait, elle avait les prémices de l'urbanisation en de petites villes, hein, entourées de nombreuses forêts, si vous voulez. Voilà. Et donc, on rencontrait beaucoup les transports par cheval. Bon, le cheval n'était pas que l'ami de l'être humain, mais le cheval était aussi, je veux dire, un moyen de locomotion. Comme l'est maintenant la voiture, si vous voulez. On retrouvait énormément de voitures, énormément d'écuries, énormément de maisons avec un placement de cheval. Là, il y avait la place du cheval. La cheval avait sa place. Bon, au sein de l'habitation. Comme un garage, il y avait des garages à chevaux en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, donc il faut imaginer la vie médiévale. Pour ça, pour imaginer un petit peu la vie médiévale, il faut aller à une foire médiévale. Voilà. Et donc, cette époque-là, elle a duré très longtemps. Le Moyen-Âge a duré très longtemps. Parce que pour aller du 5e au 15e siècle, à la fin du 15e siècle, ça fait une histoire de 10 siècles. 10 siècles, ça correspond à 100 ans. Puisque un siècle, c'est 100 ans, donc 10 siècles, c'est 1000 ans. Je m'excuse, hein, j'ai fait un mauvais calcul. Un siècle, c'est 100 ans. Un siècle, c'est 100 ans. Et comme il y a 10 siècles, ça fait 10 fois 100, 100 ans, ce qui fait 1000 ans. Donc, du 5e au 15e siècle, il y a 1000 ans. Donc, ce qui veut dire que on a un millénaire. Le Moyen-Âge a duré un millénaire. Et c'est pour ça qu'on le subdivise en bas Moyen-Âge et au Moyen-Âge tardif, bien sûr, il y a le tardif, et le Moyen-Âge tout court. Et donc, sur 1000 ans, l'évolution de l'être humain au niveau culturel, artistique, architectural et je veux dire, moral, au travers de la morale de la religion, etc., la chrétienté, etc., musical aussi, je ne sais pas si je viens de le dire, mais voilà, au niveau du commercial, au niveau politique, au niveau sociétal, voilà, au travers de la... voilà, au niveau des migrations aussi. Des migrations, voilà, de tout ce que ça a apporté au niveau profond, et au niveau des changements, bien sûr, sociétaux, eh bien, ça a été une rupture, je veux dire, une rupture forte par rapport à l'Antiquité. Voilà, et cette rupture forte tout le long de ces 1000 ans, je refais mon calcul pour voir si c'est bon. Donc, 15e siècle, 5e siècle au 15e siècle, il y a bien 10 siècles, ouais, on est d'accord. Un siècle, c'est 100 ans. 10 siècles, ça fait bien 1000 ans, ouais, ça fait bien un millénaire. Entre le début le 5e siècle et la fin du 15e, bon, le Moyen-Âge à la fin du 15e n'est pas le même Moyen-Âge que le 5e siècle. Vous comprendrez qu'il y a eu toute une évolution fantastique, profonde, de changements profonds sur 1000 ans. Sur 1000 ans de temps, les changements étaient assez conséquents pour arriver, bien sûr, à ce que vous connaissez, la Renaissance. Voilà, donc je vous ai mis ici l'ISBN de ce livre-là, Jacques Le Goff, Le Moyen-Âge expliqué aux enfants, ISBN 978 2 02 0888 09 7. Voilà, je vous remercie.